Bonsoir à tous, bienvenue pour ce troisième épisode de notre cycle de webconférence Experience Days qui vise à réfléchir sur l'hôpital après la crise. Le thème qui nous animera ce soir, c'est celui de la souveraineté sanitaire, un terme qui est largement médiatisé depuis des mois, qui a été mis en évidence par la crise du printemps, avec des problématiques de rupture de stock de certains produits de santé qui étaient sur le devant de la scène. Ces difficultés d'approvisionnement, elles interrogent des logiques de production mondialisées et notre dépendance vis-à-vis de fabrication localisée parfois à l'autre bout du monde. Nous discuterons donc pendant l'heure qui vient des solutions qui sont envisageables par rapport à cette problématique. La plus médiatique d'entre elles, c'est la localisation ou la relocalisation des fabrications au niveau national ou européen. Et puis, nous discuterons des freins, des leviers à ces solutions et de ce qu'on peut envisager pour sécuriser cet approvisionnement de santé. Cette rencontre devait initialement être accueillie dans le cadre des rencontres de l'avenir qui devaient se tenir ce week-end à Saint-Raphaël, qui ont évidemment été reportées du fait des circonstances sanitaires actuelles. Elles sont prévues pour le moment mi-mars 2021 et nous espérons que nous aurons vraiment l'occasion de nous retrouver tous pour cet événement. Malheureusement, du fait des mêmes circonstances, Charles Guéprat, qui devait intervenir ce soir avec nous, ne peut se libérer du fait de la situation, notamment en PACA, puisqu'il est directeur général du CHU de Nice. Néanmoins, j'ai le plaisir d'accueillir pour la discussion ce soir deux intervenants. Jacques Biot. Tout d'abord, vous êtes l'ancien président de l'école polytechnique et vous avez été en charge l'an passé du rapport remis à Édouard Philippe en février dernier sur les pénuries de médicaments, rapport qui a été publié cet été en juin dernier. Bonsoir. Et Nicolas Bouzou, vous êtes économiste, fondateur du cabinet Asterès et vous êtes également organisateur des rencontres de l'avenir qui devaient nous accueillir initialement. Merci d'être avec nous ce soir pour cette discussion. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je propose à tous nos participants de participer à un bref sondage qui va apparaître donc dans l'espace à droite de votre écran. À côté du chat, vous avez donc un onglet sondage où un petit point rouge va apparaître dès que le sondage sera lancé. Et la question que nous souhaitions vous poser, c'est savez-vous quelle est l'empreinte industrielle de Bebron en France? Est-ce que nous disposons de 3, 5 ou 8 sites industriels en France? Évidemment, si Bebron s'intéresse à cette thématique de la souveraineté sanitaire et de la stratégie industrielle associée à la stratégie sanitaire, c'est évidemment parce que nous sommes un acteur industriel important avec une empreinte européenne conséquente avec 35 sites de production et 35 000 salariés. Et donc, je vous laisse encore quelques secondes pour répondre à la question posée. Je vois les résultats s'afficher. Elle est encore 10 secondes et puis nous allons clôturer ce sondage. Et donc, effectivement, ce sont bien 5 sites industriels. Je pense qu'on peut clôturer les réponses. Ce sont bien 5 sites industriels dont Bebron dispose en France et répartis un peu dans toutes les régions du territoire. Pour entrer dans le vif du sujet de la relocalisation des productions, de la souveraineté sanitaire, de la souveraineté industrielle, je vous propose tout de suite d'écouter l'introduction en vidéo que nous a fait l'honneur d'enregistrer Madame la ministre déléguée à l'industrie, Agnès Pannier-Runacher. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je ne peux malheureusement pas participer directement aux rencontres d'avenir aujourd'hui, mais je tenais à ouvrir cette discussion sur la maîtrise de la chaîne de valeur sanitaire et industrielle. La crise sanitaire a montré une certaine fragilité de la France dans ce domaine et sa dépendance vis-à-vis de producteurs étrangers, notamment asiatiques. Face à cette situation, notre objectif est d'augmenter la résilience de la France dans les crises. Sur ce sujet, il faut être réaliste. Il ne s'agit pas de tout produire en France, mais de maîtriser nos besoins stratégiques. Le rapport Bio qui a été publié à la mi-juin est particulièrement éclairant sur ce point. Notre frustration actuelle est d'avoir en France des centres de recherche et de développement de haute qualité, mais pas toujours ce qui suit en termes de production.
En juin, j'ai annoncé avec le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, un plan d'action pour la relocalisation des industries de santé en France, avec notamment le lancement d'un appel à projets de 120 millions d'euros sur les produits indispensables à la gestion de la crise sanitaire. Avec le plan de relance, nous allons accélérer ces relocalisations des industries de santé sur nos territoires, tant au niveau de la recherche et développement que de la production. Notre objectif est d'être présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur, sur les principes actifs, mais aussi sur les molécules innovantes et l'innovation en bioproduction ou en santé digitale. Nous nous appuierons pour cela sur un appel à projet Résilience qui prévoit 100 millions d'euros dès 2020 et 600 millions d'euros jusqu'en 2022 pour aider à relocaliser des industries critiques en France. En cohérence avec ces objectifs de résilience et de souveraineté industrielle, nous avons décidé de modérer l'effort d'économie sur le médicament pour 2021 à 300 millions d'euros et nous souhaitons également tenir davantage compte des enjeux industriels et de sécurité d'approvisionnement dans le cadre du Comité économique des produits de santé. Au-delà des mesures financières, nous devons également renforcer l'attractivité, l'innovation et l'industrialisation médicale en France. C'est le sens de la réforme visant à simplifier la procédure des autorisations temporaires d'utilisation, les ATU, ainsi que les mesures facilitant les essais cliniques présentées dans le projet de loi de finances de sécurité sociale pour 2021. Enfin, pour assurer notre résilience sanitaire et industrielle, nous allons avoir besoin de toutes les parties prenantes, les industriels, dont nous attendons en contrepartie des aides publiques un engagement fort de développement et de production sur notre territoire, l'écosystème de la recherche, dont nous allons renforcer de manière importante les moyens avec le 4e plan d'investissement d'avenir, nos partenaires européens, avec la mise en place de projets d'intérêt commun et la création d'une BARDA européenne dans le secteur de la santé. Notre résilience sanitaire, elle se gagnera si nous mettons autour de la table toutes les parties prenantes et que nous planifions ensemble l'avenir. C'est tout l'objet de la conférence d'aujourd'hui et je suis certaine que vos débats aideront à avancer sur ce sujet si crucial pour tous nos concitoyens. Je vous remercie et vous souhaite une bonne conférence. Alors, merci encore à Madame la Ministre d'avoir enregistré cette introduction. Nicolas Bouzou, je commence peut-être par vous. Est-ce que vous avez une réaction déjà à cette introduction et peut-être une première réflexion à partager sur le sujet ? Globalement, je partage les orientations du plan de relance et je comprends parfaitement le volet relocalisation qui a été mis en place pour essayer d'accélérer des relocalisations qui, à mon avis, pour nombre d'entre elles, étaient déjà prévues. Après, je ne vais pas vous cacher, alors je ne veux pas tout de suite, plomber l'ambiance, surtout qu'il n'y a pas lieu de le faire, mais je ne suis pas un fanatique de la thématique des relocalisations. Plus exactement, je pense qu'il ne faut pas trop en faire sur la question des relocalisations, pour des raisons d'ailleurs sur lesquelles on pourra revenir. Je pense qu'il y a des fenêtres de tir pour des relocalisations, mais que finalement elles sont assez limitées, qu'il y a une condition à ces relocalisations, c'est le fait que le prix de vente final ne soit pas supérieur à celui qui était pratiqué avant relocalisation, donc c'est quand même une contrainte qui est extrêmement forte. Il peut y avoir des relocalisations pour des questions de souveraineté sanitaire. Là aussi, on pourra entrer dans les détails, mais la notion de souveraineté sanitaire me semble assez imprécise en réalité, et surtout, elle ne passe pas forcément par une production sur le sol français. Bref, oui, bon, je suis pas du tout opposé à ce qu'on travaille sur cette thématique des relocalisations. Et d'ailleurs, dans le plan de relance, très honnêtement, les montants financiers qui sont affectés aux relocalisations sont extrêmement modérés, puisque sur un plan de relance de 80 milliards d'euros, on a 100 millions d'euros, alors en fait ce sera un petit peu plus, ce sera peut-être 140 ou 150 millions d'euros, mais qui sont prévus pour les relocalisations. Donc vous voyez que ça reste extrêmement modeste, mais je pense que le vrai sujet en fait, et c'est ça, c'est la partie évidemment qui m'a intéressé dans ce qu'a dit Agnès Pannier-Runacher, c'est la partie en fait plus localisation que relocalisation. Je crois que c'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est de se dire, mais comment est-ce qu'en France, on peut être attractif
pour les industries en règle générale et pour les industries de santé. Alors, industrie de santé au sens large, et Agnès Pannier-Runacher, de ce point de vue-là, a tout à fait raison d'évoquer la question du numérique, la question des dispositifs médicaux, la question des thérapies innovantes. Tout ça, ça fait partie des productions qu'on doit être capable d'attirer et de développer sur le sol français. Mais oui, je pense qu'on a plus intérêt, il est plus fécond de raisonner en termes de localisation plutôt qu'en termes de relocalisation à strictement parler. Merci beaucoup pour cette première entrée en matière. Jacques Biot, même question, et d'ailleurs la ministre cite justement votre rapport. Vous, quel est votre avis? Peut-être que suite à ce rapport et aux autres enseignements que vous pouvez avoir par ailleurs, qui ne figurent pas forcément dans le rapport, est-ce que le sujet de la relocalisation, c'est pour vous une réponse à la question de la souveraineté sanitaire? Je crois qu'on est très en phase au fond tous les trois et la présentation de la ministre est très en ligne avec, je crois, ce qu'elle a déjà eu l'occasion de dire, avec l'expérience qu'elle a, puisqu'on a la chance d'avoir une ministre qui a une expérience industrielle et on le sent dans ses propos. Et j'ai le souvenir qu'elle avait tenu des propos assez similaires, je pense à la réunion du MEDEF, et il me semble bien que Nicolas était d'ailleurs sur scène ce jour-là, où elle avait dit il ne faut pas chercher des relocalisations pour les relocalisations, mais il faut chercher des localisations qui ont du sens économique et qui, de ce fait, pourront durer. Alors, je crois que dans le domaine de la santé, c'est particulièrement vrai. Et donc, quand on écoute ce qui est proposé, je pense qu'il y a un aspect qui est un aspect extrêmement important, qui est l'aspect stratégique, et on aura l'occasion d'y revenir, mais j'en dirai juste un mot dans quelques instants. Il y a un aspect derrière ça qui est en ligne avec une de nos propositions, qui consiste à dire que l'État lance des appels à projets, mais il faut effectivement bien choisir ces appels à projets. Et ce qui est surtout très important, c'est de comprendre que les industriels, nous les avons vus quand nous avons mené la mission avec l'équipe qu'on avait mise à ma disposition. Et il y a aujourd'hui encore d'excellents industriels en France de la chimie fine qui sont prêts à faire des choses, à faire des investissements, mais ils ont besoin surtout d'avoir de la visibilité. C'est-à-dire que plus encore que de l'argent public, l'industriel a besoin de visibilité sur son compte d'exploitation et sur le fait que son business sera durablement profitable, permettra de payer les investissements qu'il a déjà fait, qu'il va faire, le temps qu'il va mettre à relocaliser dans un métier qui est très réglementé. Donc voilà, c'est cet aspect-là. Juste sur le côté stratégique et en un mot, je crois que ce qui est très important, c'est de ne jamais oublier sur ces questions de souveraineté sanitaire la métrique, parce que c'est pas la production de médicaments, ce sont des centaines de milliers d'étapes de production de médicaments, puisqu'on parle de, en gros, 2800 principes actifs, 15 000 à 20 000 spécialités en France, des spécialités en Europe qui ne sont pas nécessairement les mêmes pour le même principe actif, et que dans ce contexte-là, sachant que chaque spécialité implique entre 5 et 30 étapes de fabrication, on parle de centaines de milliers d'étapes de production. Donc, c'est pas quelque chose qu'on transplante comme ça du jour au lendemain sur une incantation. Je viens de publier une petite tribune dans la revue parlementaire pour rappeler, mais c'est en ligne avec ce que dit la ministre, que l'incantation n'est ni nécessaire ni suffisante et qu'en fait, il faut vraiment regarder les choses de façon très concrète. Oui, alors justement, j'en profite pour vous poser la question à l'un ou à l'autre. C'est une question que j'aurais voulu poser à Charles Guéprat, mais malheureusement, il n'est pas avec nous ce soir. La ministre parle justement de maîtriser nos productions stratégiques. Est-ce qu'on sait définir aujourd'hui quelles sont nos productions stratégiques? Puisque l'industrie de santé est considérée en tant que telle comme stratégique, mais finalement, on voit bien qu'on ne peut pas tout relocaliser. Donc, comment est-ce qu'on choisit? Ça, je pense que c'est aux gens qui sont à l'intérieur du secteur et aux autorités de santé aussi de le dire. Mais ce qui me semble important de rappeler, c'est qu'on peut disposer d'un certain nombre de produits sans les produire soi-même. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais qu'il fallait se méfier peut-être un tout petit peu de la notion de souveraineté. Parce que derrière cette idée de souveraineté, il peut y avoir le retour de ce que les économistes appellent le mercantilisme, c'est-à-dire l'idée selon laquelle on doit absolument tout produire sur le territoire national. Or, c'est faux. Être souverain, c'est disposer de ce dont on a besoin au moment où on en a besoin, mais ça ne passe pas forcément par de la production sur le territoire national. Sur le territoire national. On a manqué de masques typiquement au début de la crise, mais on a manqué de masques parce qu'on avait détruit des stocks en réalité.
on peut parfaitement disposer de masques sans produire soi-même de masques. D'ailleurs, moi-même, je dispose de beaucoup de masques chez moi et je n'en produis pas. Vous voyez, donc, et pourtant, j'ai des stocks, même si je ne peux pas sortir de chez moi pendant une semaine ou 10 jours. Donc, vous voyez, la notion de la souveraineté, je renvoie aux travaux de mon collègue Emmanuel Combe, qui est l'un des meilleurs spécialistes français du commerce international, qui montre bien qu'il faut vraiment dissocier cette question de la souveraineté et de la production. Je pense que alors, on doit sécuriser nos approvisionnements, on doit diversifier nos sources d'approvisionnement, et ça, on ne l'avait pas suffisamment fait. Alors, dans le domaine médical, comme dans tous les autres domaines, hein. Vous savez, pour vous raconter une anecdote, la première réunion que j'ai eue au début de la crise avec Bruno Le Maire, la première présentation qui a été faite était sur l'industrie automobile, et quelqu'un nous a expliqué que toutes les pédales de frein étaient produites en Chine et qu'on était incapable de produire une voiture en Europe parce qu'on ne pouvait plus acheter de pédales de frein. Donc là, très clairement, on avait un problème de souveraineté, mais il n'était pas lié au fait qu'on ne produisait pas nous-mêmes de pédales de frein. Il était lié au fait qu'on avait une seule source d'approvisionnement en matière de pédales de frein. Donc, il faut revoir les chaînes de valeur en tenant compte de ce problème. Et je pense que le sujet pour nous, c'est de produire sur le sol français ce pour quoi on est bon et ce qu'on a intérêt à produire du point de vue économique, c'est-à-dire où est-ce qu'on peut utiliser nos facteurs de production de la façon la plus intelligente possible, qu'est-ce qu'on sait bien faire et où sont les bons salaires, est-ce qu'on a les bons emplois, est-ce qu'on a envie de développer. Oui. Donc je pense qu'il faut quand même rester sur un raisonnement qui soit en très grande partie, mais c'est ce que fait la ministre, hein, là aussi je suis d'accord avec ce qui a été dit, mais il faut rester sur une notion qui est très largement une notion économique et se méfier de la notion de souveraineté qu'on peut véritablement mettre à toutes les sauces et qui peut assez facilement être détournée politiquement. Vous voyez. Jacques Biot, une réaction sur ce sujet. On parle, vous avez pas mal travaillé du coup sur la question de justement des pénuries de médicaments critiques. Quel est pour vous le sentiment sur cette question de la maîtrise des productions stratégiques ou des productions critiques? Nicolas emploie un mot qui est très important. Il est fondamental. Il est fondamental dans cette industrie. Il est fondamental dans l'esprit des télécoms, hein, où je suis également actif. C'est celui de diversité des approvisionnements. C'est-à-dire que chaque fois qu'on est confronté à un monopole ou à un oligopole, on court le risque d'être en pénurie, et quel que soit le lieu. Et il faut vraiment avoir conscience que dans le domaine du médicament, les pénuries qui ont eu lieu dans le passé ne sont pas toutes, contrairement à ce que rapporte la sagesse populaire et une espèce de discours viral sur le fait que, entre guillemets, 80% des productions sont faites en Chine, ce qui n'est pas exact, ce qui n'est exact que pour certaines classes. Mais sur le fond, les pénuries, elles ont eu lieu pour les anesthésiques en Europe du Nord, pour les corticostéroïdes en France, pour d'autres produits en Italie. Et donc, la problématique, c'est vraiment celle d'une fabrication qui est entre les mains d'un seul ou d'un tout petit nombre d'acteurs qui peuvent être mis en difficulté. Et si on prend l'exemple des corticostéroïdes, qui est très intéressant, puisque tout le monde dormait sur ses deux oreilles avec l'idée qu'il y avait 10 titulaires d'AMM, hein, Marketing Authorization Holders. Effectivement, tout le monde pensait que c'était un marché qui était très sûr, puisqu'on avait beaucoup d'offreurs. Il se trouve que, sans le savoir, les 10 titulaires d'AMM faisaient faire une des étapes chez un façonnier unique et que quand ce façonnier est tombé en panne, tout le marché a été asséché. Et ça, le secret des affaires, c'est que les industriels ne peuvent pas savoir si un de leurs façonniers est en situation de monopole. Donc, notre recommandation, ça a été de dire il faut donner des moyens à l'Agence nationale de sécurité des médicaments qui fait un travail remarquable sur ces questions de pénurie quand elles arrivent, mais il faut lui donner la capacité d'avoir une vision prospective et d'identifier ce que sont les productions qui, comme ça a été dit, sont des productions fragiles parce que une étape ou une ou plusieurs étapes sont entre les mains d'un tout petit nombre, voire même d'un seul sous-traitant. Très bien, merci beaucoup. Alors, je voudrais lancer un nouveau sondage auprès de notre public, justement, pour prendre son opinion et leur demander, justement, est-ce qu'eux pensent que la localisation de la production est le meilleur moyen de sécuriser l'approvisionnement en produits de santé? La réponse est assez simple, puisque c'est oui ou non, et c'est purement une question où on leur pose leur avis. Pendant qu'ils répondent, j'aimerais vous poser une question à tous les deux. Dans le secteur des dispositifs médicaux plus
scientifiquement, d'après le SNITEM, qui est le syndicat professionnel de notre industrie, qui représente 90 000 emplois en France, 1500 entreprises, dont 60% ont une activité de production en France. Et pourtant, on ne parle presque exclusivement que des médicaments sur le sujet justement de la souveraineté sanitaire et des risques de pénurie. Alors qu'on l'a vu au printemps, finalement, on a manqué de masques, on a été en difficulté sur les respirateurs, les pompes et pousse-seringues et que sais-je. Et donc, on voit bien que ces dispositifs sont tout autant essentiels pour faire face à une crise sanitaire. Pourquoi, d'après vous, est-ce que aujourd'hui on parle plus du médicament que des technologies médicales? Jacques Biot, est-ce que vous avez… Ah, pardon. Oui, j'allais dire d'abord, bon, réjouissez-vous, hein, parce qu'on vit quand même une période où, en général, il n'est pas bon d'être sur le devant de la scène. Donc, le fait qu'on ne parle pas de vous, ça vous protège et c'est plutôt une bonne chose. Moi, je pense que si vous voulez, votre industrie, qui est l'industrie des technologies médicales, qui est en pleine progression, qui connaît des taux de croissance plus importants que ceux du médicament et qui, au fond, est la vraie dépositaire de ce que tout le monde appelle de ses voeux, qui est la médecine personnalisée. Hein, parce que quand vous implantez un dispositif, vous l'implantez chez quelqu'un, et il est censé marcher chez ce patient. Alors que le médicament est en fait là pour traiter de façon statistique des populations, en espérant que le patient sera dans le groupe qui sera le groupe répondeur, mais avec simplement une probabilité statistique de répondre. Donc le dispositif, c'est certainement j'allais dire un des produits de soins qui doit prendre de plus en plus de place, avec notamment l'avènement de l'intelligence artificielle, avec énormément de moyens que les nouvelles télécommunications vont voir arriver. Je voyais récemment une présentation qui est dans la région de Nicolas, hein, qui est celle du docteur Gauchi, qui est à Nice, et qui fait de la prothèse, de l'intelligence artificielle en matière de prothèse d'épaule, avec des systèmes qui vont faire appel à la 5G, qui vont permettre de faire pratiquement une impression en 3D de la prothèse en instantané. Bon, on va faire des progrès extraordinaires. Et donc, alors pour le coup, si vous faites l'impression 3D sur d'une prothèse quasiment à la sortie de la salle d'opération, on n'aura plus de problème de localisation. Donc, je pense qu'effectivement, dans votre domaine, tout ce qui est nouvelles technologies, c'est une chance pour la France, si la France accepte de se saisir des nouvelles technologies, hein, ce qui est un petit débat, mais qui n'est pas celui de ce soir. Mais vous avez toutes vos chances devant vous. Alors, si je peux réagir, Jacques Biot est très indulgent en disant que ce n'est pas le débat de ce soir, mais c'est quand même un débat. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire de relocalisation sans 5G. C'est absolument exclu, absolument impossible. Sur la question des dispositifs médicaux versus médicaments, alors déjà, à la limite, il vaut mieux qu'on parle moins de vous parce que les médicaments, on en parle en mal. L'opinion publique en parlant mal et les pouvoirs publics, quand ils en parlent, c'est essentiellement pour diminuer les prix des médicaments. Et d'ailleurs, dans l'intervention d'Agnès Pannier-Runacher, vous avez bien noté le fait qu'elle explique, qu'elle développe, qu'elle souligne le fait qu'on a diminué légèrement la pression sur les prix des médicaments dans le PLFSS, qui est actuellement en diminution. En discussion, c'est un lapsus, en discussion, mais la pression est quand même là. Alors même, vous avez tout à fait raison que les dispositifs médicaux, Jacques Biot l'a dit, c'est absolument clé quand on réfléchit à la dynamique de l'innovation en santé. Alors c'est clé aussi en termes d'emploi, de valeur ajoutée, d'emploi, donc la croissance, Jacques l'a dit, mais l'emploi, 90 000 personnes à peu près. Je rappelle que dans le médicament, il doit y avoir, de mémoire, je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais il doit y avoir 100 000 personnes qui travaillent dans le médicament. Donc vous voyez qu'on est à peu près sur les mêmes ordres de grandeur. Alors il y a quand même une fenêtre de tir pour évoquer les dispositifs médicaux en France. C'est le fait que tout le monde a bien conscience du fait qu'on a besoin de réindustrialiser les pays développés, et en particulier la France, qui est le pays de tous les pays de l'OCDE qui s'est le plus désindustrialisé ces 2 ou 3 dernières décennies. Et la question de l'industrialisation, elle est très importante en matière économique. Ce n'est pas simplement parce que ça fait bien de parler d'industrie, mais c'est vraiment pour des raisons de fond. C'est parce que l'essentiel de la recherche et développement, elle est dans l'industrie, et donc il y a des externalités positives très fortes, parce que l'industrie, c'est peut-être que 10-12% du PIB, mais derrière, ça tire plein de services. Donc, si on ajoute les services, ça fait beaucoup plus. Ce sont les industries qui, pour l'essentiel, sont les secteurs exportateurs. Ce sont les industries qui sont les mieux réparties géographiquement. Enfin, bon, voilà. Aujourd'hui, quand même, l'idée selon laquelle l'industrie est quelque chose qui est très important du point de vue économique et social, c'est quelque chose, je pense, dont tout le monde est conscient. Et d'ailleurs, dans le plan France Relance,
il y a quand même l'idée d'aider l'industrie à se redévelopper. Ça passe à la fois par des mesures extrêmement globales comme la diminution des impôts de production, et puis par des mesures beaucoup plus spécifiques qui trouvent un certain nombre de déclinaisons. Donc voilà, je pense que c'est pas perdu. Enfin, cette pédagogie pour l'industrie des dispositifs médicaux, c'est quelque chose qui n'est pas perdu. Après, ce qu'il faut aussi qu'on réussisse à expliquer, c'est que d'une part, les dispositifs médicaux, c'est bon pour les gens, c'est ce que Jacques Biot vient de dire, mais au fond, les gens, ils pensent souvent que c'est le médicament qui va les soigner. Alors c'est vrai que les médicaments, ça soigne, hein, c'est très bien. Il y a aussi une révolution d'ailleurs thérapeutique aujourd'hui très, très importante. Il y a beaucoup d'innovations dans le domaine des médicaments. Moi, je travaille beaucoup sur le cancer, hein, les immunothérapies, etc. Tout ça, c'est absolument formidable. Dans les maladies orphelines, les thérapies géniques. Il y a des innovations, mais il y en a aussi beaucoup dans les dispositifs médicaux, et ça permet des gains d'espérance de vie importants. D'ailleurs, si vous regardez l'un des domaines dans lequel on a fait le plus de progrès ces 10-20 dernières années, qui est le progrès de la médecine cardiaque, c'est très largement lié en réalité à des dispositifs médicaux. Donc ça permet de gagner de l'espérance de vie, mais ça permet aussi de gagner de l'espérance de vie en bonne santé, du bien-être. Et puis ça permet aussi, alors ça c'est un sujet un peu plus complexe, mais qu'il faut absolument qu'on traite, parce que c'est très intéressant et c'est très important, ça permet aussi de réorganiser les soins. Ça permet aux gens de moins rester à l'hôpital. Alors ça tombe bien, parce que les hôpitaux, ils sont un peu engorgés. Ça permet peut-être aux gens de faire de la prévention, ou si c'est associé à la télésurveillance, ça permet aux gens d'éviter de passer par la case urgence. Alors ça tombe bien aussi, parce que les urgences des hôpitaux sont un peu débordées. Donc il faut vraiment qu'on ait une big picture, comme on dit en bon français. C'est-à-dire qu'on arrive à se dire que les dispositifs médicaux, c'est important parce qu'il y a des effets directs, hein, tous ceux dont j'ai parlé, ça fait de l'emploi bien réparti géographiquement, donc ça c'est important. Mais il y a aussi des effets indirects qui sont liés au fait que quand on est en forme, on travaille mieux, on travaille plus, donc c'est bon pour la croissance, on participe à l'activité économique du pays. Et puis les dispositifs médicaux, ça permet aussi au système de soins d'être un petit peu moins hospitalo-centré peut-être, et puis à l'hôpital d'être un peu plus efficace. Donc il faut voir tout ça. Et ça, on ne sait pas bien le faire, parce qu'on n'a pas les outils pour ça. Et notamment parce que l'assurance maladie, elle n'a pas les outils. L'assurance maladie, c'est un compte de trésorerie. Moi, j'ai souvent eu ce débat avec des directeurs généraux de l'assurance maladie qui me disent « Mais qu'est-ce que tu nous ennuies avec tes espèces de visions là, sur les réformes du système de santé ?» Nous, ce n'est pas ça le sujet. Nous, le sujet, c'est réduire le déficit de l'assurance maladie. Réduire le déficit de l'assurance maladie, c'est réduire les prix. Voilà. Réduire les prix des médicaments, réduire les prix des dispositifs médicaux. On ne nous demande pas, nous, de faire des grandes théories sur la réorganisation de l'hôpital. Donc l'assurance maladie, c'est un compte de trésorerie, c'est pas ce qu'on lui demande. Donc ça, c'est à nous de le faire. C'est à nous de faire cette pédagogie. On va venir un peu plus tard sur le sujet justement des prix que vous évoquiez aussi au tout début de la discussion. Simplement, donc je vois les résultats du sondage qu'on avait lancé juste au début de la question, et donc on est à peu près à 60-40, de ce que je vois, on a quand même plus de 60% de nos participants qui restent convaincus que c'est tout de même la localisation de la production qui est une meilleure solution pour sécuriser les approvisionnements. On a bien compris en vous écoutant depuis le début que vous n'étiez pas l'un et l'autre convaincus que c'était justement la meilleure, ou en tout cas la seule solution. On a justement parlé de diversification des sources d'approvisionnement. On a parlé également de donner des moyens aux autorités sanitaires d'identifier les étapes de fragilité. Je voulais m'attarder un petit peu sur le sujet de la diversification des sources d'approvisionnement et des éventuelles autres solutions que vous envisagez l'un et l'autre. Et justement de faire le lien avec le sujet du prix dont vous parliez, Nicolas, puisque on voit bien que ce soit en termes de relocalisation avec le coût du travail qui peut être celui de la France, ou que ce soit avec la diversification des sources d'approvisionnement, on a un sujet, un moment pour allier justement cette stratégie industrielle et cette stratégie sanitaire qui est à la fin aussi celle du coût. Vous parliez de réduire les coûts, qui est une préoccupation évidemment majeure des autorités. Alors, quelles sont les solutions qu'on peut envisager pour réconcilier tout cela? Jacques Biot, peut-être d'abord? Je crois, si vous voulez, que au fond, l'hôpital est en souffrance et qu'avec les technologies médicales, on va pouvoir réduire cette souffrance. C'est-à-dire qu'effectivement, bien sûr, il faut des emplois, surtout dans des périodes de crise comme aujourd'hui, mais il faut quand même avant tout, et ça a été dit,
l'organisation, et l'organisation passe par la technologie aujourd'hui, et par une technologie qui redonne du temps médical aux médecins. Moi, j'ai énormément d'amis médecins, je les regarde fonctionner, je travaille beaucoup sur les questions d'introduction de l'intelligence artificielle en santé, et typiquement, regardez ce qui se passe en dermatologie, par exemple, on voit bien qu'il va y avoir des dispositifs dans le domaine du cancer de la prostate, il va y avoir des dispositifs qui vont permettre d'analyser les images et de faire, en gros, d'apporter la réponse à l'anatomopathologiste, à charge pour lui de valider et puis de vérifier qu'on est bien en ligne, mais ça va lui redonner du temps pour s'occuper de son patient. Ça va donner du temps aussi pour organiser les flux de patients, faire en sorte que les patients attendent moins. Donc, il y a un vrai gisement de productivité et j'allais dire, d'épanouissement pour l'hôpital. Puis, il y a un deuxième élément qui est très important à mon sens, c'est qu'on a encore des études de médecine qui sont de très grande qualité. Alors, là aussi, mes amis profs de médecine sont en train de se colter la réforme des études médicales, qui est un vrai sujet et qu'il faut arriver à faire avancer tout en gérant l'épidémie. Mais si vous voulez, je crois qu'on a la chance d'avoir des médecins exceptionnels en France et qui sont souvent très inventifs. Et donc, quand on parle de localisation, c'est vrai qu'il y a une opportunité considérable de création de start-up. Quand j'étais président de l'X, j'avais beaucoup travaillé avec le soutien de Patrice Drahi, notamment sur l'entrepreneuriat, développer un très gros accélérateur d'innovation. Et paradoxalement, alors que l'X n'avait aucune culture dans la santé, on avait beaucoup de start-up qui venaient et qui étaient destinés à des projets santé parce que l'ingénieur et le médecin s'entendent très bien et qu'on a la chance de pouvoir développer, et comme on le disait tout à l'heure, surtout si on est un peu rapide sur la 5G, des innovations qui vont permettre de créer une industrie française des technologies médicales, bien sûr en lien avec les grands industriels comme vous, mais donc vraiment il y a un terreau qui est extrêmement fertile et je crois que c'est important. Il y a quelque chose qu'il va falloir moderniser, c'est les achats de l'hôpital. Effectivement, bon, on peut pas trop parler en l'absence de Monsieur Guéprat de ce sujet-là parce que bon, il faudrait qu'un acheteur hospitalier puisse s'exprimer, mais c'est clair qu'à force de mettre la pression sur les acheteurs pour baisser les prix, on a oublié de leur expliquer que c'était important aussi de se préoccuper de la stratégie de leurs fournisseurs et que typiquement pour un acheteur hospitalier, le fait de savoir que vous, Bibrone, vous êtes à la porte, que vous êtes un acteur important de l'économie française, ben c'est quelque chose qui devrait pouvoir être pris en compte dans la stratégie d'achat hospitalier. Je peux dire un mot, c'est pas juste un mot, parce que je suis entièrement d'accord avec ce que dit Jacques Biot. La question de l'achat de l'innovation est quand même une question absolument clé. C'est-à-dire qu'on n'est pas bien organisé en France pour acheter des dispositifs médicaux innovants. Il y a des outils qui existent à l'hôpital, mais c'est des outils un peu étriqués, c'est très complexe. Et en réalité, moi, tous les industriels me disent, tant qu'on n'est pas coté dans la T2A, on ne respire pas, sauf que ça prend des années, quoi. Et donc, ce n'est pas possible. Et donc, il faut absolument qu'on travaille là-dessus, ce qui doit pas être, en fait, ce qui n'est pas très compliqué techniquement, mais il faut absolument qu'on ait au sein de l'hôpital des enveloppes larges qui permettent d'acheter des dispositifs innovants. Alors, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que non seulement c'est important pour des gens comme vous, mais c'est important aussi pour les médecins. Moi, j'ai des médecins qui me disent on est très frustrés parce qu'on sait qu'il y a des choses qui existent sur le marché. Notamment, j'avais un cardiologue qui m'expliquait ça la semaine dernière. Je sais que j'ai des choses qui existent, en fait, mais je ne peux pas les acheter parce qu'on n'est pas organisé pour ça. Et donc, en fait, je ne peux pas tenir ma promesse auprès de mon patient qui est celle de lui fournir les meilleurs soins possibles. Donc, vous voyez, c'est toujours la même chose, hein. Il y a un aspect économique et un aspect santé, quoi, bien-être pour les patients. Très bien, merci à tous les deux. J'ai encore quelques questions, mais je vais aussi inciter notre public à commencer si ce n'est pas déjà fait, à poster ces questions sur le chat pour nos intervenants, puisque nous sommes déjà à plus de la moitié de la discussion de ce soir. En attendant de voir les questions, une pour peut-être l'un et l'autre. On a beaucoup parlé franco-français pour l'instant. On sait que typiquement pour un industriel situé en France, le marché français est un débouché intéressant, mais évidemment le marché européen est celui qui a la masse critique. Quel peut être l'apport de l'Europe sur ce sujet de la sécurisation des approvisionnements, de la relocalisation en général? Qui veut commencer? Bah, je peux commencer si vous voulez, parce que moi, j'ai des cheveux gris, ce qui ne se voit pas forcément à la si je vois que ça soit à la vidéo. Et donc, je suis rentré dans ces métiers de la santé à une époque où
se déroulaient les International Conference on Harmonization, qui sont les conférences, et il y en a eu beaucoup à la suite les unes des autres, auxquelles ont participé les grands leaders français de l'enregistrement, qui ont permis de faire en sorte qu'aujourd'hui, une molécule nouvelle soit enregistrée, arrive sur le marché dans tous les pays du monde, pratiquement au même moment, avec un dossier qui est un dossier unique. Et donc, ça, c'est quand même un immense progrès qui a été fait conjointement dans le cadre d'un dialogue. Et c'est pas toujours facile de faire dialoguer l'industrie avec les autorités de régulation. Et ça, c'est quelque chose que nos anciens ont su faire il y a de ça pratiquement 30 ans pour arriver à apporter un meilleur service, un enregistrement plus rapide à l'industrie, mais donc au bénéfice des patients et des praticiens. Ça n'a pas été fait pour les produits anciens et ça n'est pas nécessairement fait dans le domaine des technologies médicales. Et donc, je pense que c'est très important, c'est un des points sur lesquels on a insisté dans le rapport, de nouer un dialogue au niveau international et à minima au niveau européen. On a bien vu dans la crise que les malheureux pharmaciens hospitaliers de temps en temps se plaignaient parce que on leur donnait une substitution thérapeutique à un médicament qui était en pénurie, on leur donnait un substitut qui était étiqueté en tchèque, en polonais ou en mandarin et que évidemment ils parlaient pas toutes les langues. Bon. On voit bien que ça, c'est une question de standardisation internationale qui nécessiterait un petit peu de travail. On est dans un monde qui n'est pas très favorable au multilatéralisme, mais je pense qu'il faut refaire un appel là-dessus au multilatéralisme pour que les produits puissent circuler avec une notice qui soit une base peut-être sur Internet, hein, mais qui soit exploitable, qui fasse que les utilisateurs aient accès beaucoup plus facilement à des substituts dans le domaine du médicament comme dans le domaine des technologies médicales, dans le respect, bien sûr, de la sécurité et de l'efficacité. Je suis entièrement d'accord, mot pour mot, donc je n'ai pas grand-chose à ajouter. Bon, il y a en effet le sujet de l'Europe, de l'Union européenne. Il faut absolument qu'on aille encore plus loin dans le domaine de l'harmonisation, notamment dans le domaine des dispositifs de santé. En fait, le grand succès de l'Union européenne, c'est le marché unique. Hein. C'est ça le grand succès de l'Union européenne. C'est ça qui, aujourd'hui, pose problème à nos amis britanniques qui ont quitté l'Union européenne, mais qui voudraient bien rester dans le marché unique. Donc, on voit bien que c'est vraiment ça qui marche et qui est important. Et en fait, il faut reprendre cette logique du marché unique, en réalité, notamment pour les dispositifs innovants en matière de santé. Sur la question du multilatéralisme, il est un peu en perte de vitesse. Il a été beaucoup ces dernières années. De ce point de vue-là, l'élection de Joe Biden aux États-Unis est peut-être quelque chose qui, peut-être, je suis extrêmement prudent, hein, mais peut être positif dans la mesure où il y aura notamment cette volonté de réinvestir un peu l'OMS, voilà, pour voir quelque chose d'un peu positif. Mais je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Jacques. Merci beaucoup. Alors, on a reçu effectivement un certain nombre de questions. Une première qui est arrivée assez tôt dans la discussion, donc on a un peu abordé le sujet depuis, puisque la question était justement de savoir, on abordait beaucoup le médicament et peu le dispositif médical, et de façon plus générale, surtout, est-ce que vous pensez qu'il faut distinguer les deux domaines par rapport à la discussion que nous avons en termes de sécurité d'approvisionnement? Pas forcément, non. Non, pas forcément. Non, je pense que c'est très sain, au contraire, d'essayer d'avoir une vision globale de ces sujets et de pas distinguer les deux. Je pense que c'est très important aussi dans le domaine de la pédagogie qu'on peut faire auprès de l'opinion publique et des pouvoirs publics qui n'ont pas en fait les dispositifs médicaux dans le viseur. Le terme de dispositif médical est déjà pas très parlant, hein, pour le grand public. Un médicament, c'est parlant. On sait ce que c'est. Vaccin, on sait ce que c'est. Dispositif médical, c'est pas terrible, quoi. C'est comme télésurveillance. Télésurveillance, on a plutôt l'impression d'avoir la surveillance de nos maisons, quoi, d'avoir des gens qui surveillent qu'il n'y a pas de cambrioleurs. Donc, il y a aussi ce travail sémantique à faire. Ok, merci. Et moi, je fais un petit peu de classe, mais juste pour rajouter un point qui est un point réglementaire et qui me paraît important pour vous, pour le développement de votre industrie en général et de la partie française de votre industrie. C'est que je suis frappé par le fait que dans le domaine de l'évaluation du dispositif médical, les autorités ont suivi un chemin qui consiste en gros à dire la mantra, c'est vraiment le grand essai clinique randomisé, méthode médicament d'il y a 10 ou 20 ans ou 30 ans. Et que je pense que ça fait beaucoup de mal au dispositif médical parce que de toute façon, on voit bien qu'on ne peut pas faire d'essais cliniques randomisés sur un certain nombre de technologies médicales. Et que, à contrario, je pense qu'il faut arriver à une situation où le médicament prendrait un petit peu, s'inspirerait des modes d'évaluation du dispositif médical. Donc, on ne va pas rentrer ce soir dans un débat méthodologique qui serait un tout petit peu, j'allais dire, technique et pour le public.
Mais je pense que la réflexion, et ça c'est vraiment une réflexion sur laquelle je pense que l'Europe est un peu en retard par rapport aux États-Unis, toute la réflexion qui consisterait à se dire qu'on va redévelopper une évaluation qui est beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus tournée sur du rétrospectif, bien sûr menée de façon méthodologique, soignée, qui permet d'éviter les biais, enfin bon, mais qu'il y a toute une réflexion sur la méthodologie d'évaluation où le dispositif, bien sûr, peut progresser, mais on ne le fera pas progresser en essayant de le caler sur les méthodes médicaments, et où les nouveaux médicaments, qui sont des médicaments personnalisés, pourraient au contraire être favorisés par des méthodologies qui s'inspireraient de ce qu'on fait traditionnellement dans le dispositif. Donc voilà, mais là-dessus, je sais que je suis un peu iconoclaste quand je tiens ce discours. Merci. Une question où on revient justement sur une personne qui nous dit OK pour localiser les nouvelles technologies, mais qu'est-ce qu'on fait pour les gants, les EPI ou tous les produits anciens, entre guillemets, non innovants, qui sont pour autant essentiels aux soins et qui sont, pour le coup, pour des raisons de matières premières parfois, pour des raisons de coût parfois aussi, localisés et maîtrisés par un très faible nombre d'acteurs et parfois très éloignés. Alors, il y a deux remarques à faire par rapport à ça. La première remarque, c'est que on peut parfaitement en acheter. Hein. Je rappelle, enfin, je ne vais pas répéter l'exemple des masques que j'ai pris tout à l'heure, mais le problème des masques, c'est pas qu'on ne savait pas en fabriquer. C'est qu'on n'en avait pas acheté, ou on en avait acheté, et on n'avait plus les stocks. A contrario, vous pouvez produire des choses sur le territoire national, mais si votre outil de production il n'est pas bon, si vous n'êtes pas très bon pour faire ça, si vous le faites à des coûts très élevés, vous pouvez aussi avoir des phénomènes de pénurie. Après, il faut qu'on soit capable en France, et on commence à le faire, de développer un outil industriel qui soit lui-même résilient, c'est-à-dire qui permette de faire plein de choses. Un produit pour lequel ça a très bien marché, c'est le gel hydroalcoolique. Le gel hydroalcoolique, il est fait par les acteurs d'un secteur qu'on appelle le secteur de l'hygiène de la maison. Bon. Bref, en fait, ils se sont évidemment retrouvés complètement submergés par la demande, puisque au premier semestre, on a eu une hausse de la demande de l'ordre de 140% du gel hydroalcoolique, et eux ont pu augmenter leur production de 100 à 110%. C'est déjà pas mal, hein. Ils ont pu doubler leur production, c'était déjà extraordinaire, mais bon, ils n'ont pas pu satisfaire toute la demande de gel hydroalcoolique. Et vous avez beaucoup de gens qui avaient des outils de production très modernes, dans les cosmétiques ou dans l'agroalimentaire et qui ont été en capacité de produire du gel hydroalcoolique. Mais parce qu'ils avaient justement des outils de production de très très haut niveau et très adaptables. Et un jour, je raconte un truc en 30 secondes, j'ai quelqu'un qui arrive avec une grande bouteille de vodka. J'étais content et il me dit, Monsieur Bouzou, je vous offre une grande bouteille de gel hydroalcoolique. Bon. Et je lui dis, mais qu'est-ce que vous faites vous dans la vie? Et il me dit, ben moi, j'ai une usine de sauce barbecue. Et en fait, avec une usine de sauce barbecue, j'ai pas trop de difficultés pour faire du gel hydroalcoolique parce que j'ai des process extrêmement rigoureux. Hein. Dans l'agroalimentaire, c'est presque comme dans le médicament ou comme dans les dispositifs médicaux. Et puis, je sais m'approvisionner, j'ai de l'alcool, j'ai tout un tas de choses. Les conditionnements, je suis très fort pour faire ça. Et puis, j'ai un très bon outil de production. Donc, moi, je peux produire beaucoup de gel hydroalcoolique. Vous voyez ? Donc, on en revient quand même à cette idée de l'industrialisation. Et à contrario, alors, je ne suis pas buté sur les masques, hein, mais c'est pour faire de la pédagogie. Si vous dites on va faire des méga usines de masques, on va subventionner, on va mettre plein d'argent public, on va faire des méga usines de masques. C'est très bien, mais si le prochain virus, ce n'est pas un virus respiratoire, les masques, on ne va pas les manger, quoi. Donc, ouais, c'est pas. Donc, il faut faire attention à ces sujets. Il y a une vraie question d'agilité parce qu'effectivement, et ça c'est quelque chose qu'on constate très souvent chez Bebroun, c'est qu'effectivement le temps industriel n'est pas forcément toujours le temps sanitaire et que les décisions qu'on prend à un instant T, effectivement, il faut les voir à long terme et pas forcément dans la précipitation, même si évidemment la situation d'extrême urgence sanitaire pose aussi question. Justement, alors je prends les questions pas forcément dans l'ordre, mais puisqu'on est sur le sujet, on reçoit une question sur la nationalisation ou la mise sous tutelle de la production de vieilles molécules, et donc j'étends aussi à des produits basiques en termes de technologie médicale, ça marcherait aussi, des produits en tout cas à très bas prix et dont l'approvisionnement est pour autant indispensable. A-t-elle un sens ? Non, mais ça, c'est un rêve, j'allais dire, idéologique.
Mais une fois encore, après, quand on regarde qu'est-ce qu'il faut pour fabriquer des produits de santé, il faut des gens qui ont une formation, hein, parce que enfin, vous êtes des pharmaciens, je pense, ou en tout cas, il faut des gens qui ont fait de très longues études de pharmacie industrielle, de production. Il faut des gens qui savent faire le contrôle qualité. Il faut des gens qui savent sourcer, parce qu'effectivement, même si on part du médicament, on va quelquefois retomber sur le même produit de départ que celui qui servirait à faire un gant latex. Hein. On part de la chimie du pétrole et qui n'est pas forcément faite dans l'arrière-cour de tout le monde. Donc, l'idée que l'État puisse créer un opérateur public, je veux dire, là-dessus, je crois qu'un certain nombre de pays ont essayé. La France fait ça dans le domaine des dérivés plasmatiques et donc je me garderai de faire des commentaires. Mais je pense qu'il faut pas aller plus loin, quoi. Il faut bon. Donc ça c'est un rêve idéologique sympathique, mais qui émane de gens qui n'ont. C'est comme si moi j'essayais d'expliquer comment est-ce qu'il faut cultiver des carottes. Je ne sais pas cultiver les carottes. Et fabriquer des médicaments, c'est quelque chose qui est quand même un vrai métier. Fabriquer des dispositifs médicaux, c'est un vrai métier qui s'apprend, qui nécessite des ressources humaines, technologiques, bref. Donc voilà. Donc stop à l'improvisation. Très bien, merci beaucoup. Alors, Nicolas, peut-être une question un peu plus pour vous. Justement, on a plusieurs questions sur le sujet, donc je vais essayer d'en faire une synthèse. En fait, quand on parle justement de pression sur les prix, de vouloir peut-être mieux acheter, quand bien même voilà les acheteurs seraient plus sensibles sur ces sujets-là, et avoir envie de sécuriser leurs approvisionnements en faisant des achats, on va dire, locaux. Comment est-ce qu'on peut faire évoluer les choses, puisque ça pose des questions en termes de contraintes d'achat public. Donc, je vous regroupe un peu plusieurs questions sur le sujet. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire bouger aujourd'hui, à votre avis, puisse faciliter justement cet achat local dans le domaine public? Enfin, alors cet achat local, je ne sais pas, mais en tout cas un achat qui soit un peu plus incitatif pour les industriels et qui leur permette d'être plus confortables, oui, ça, je crois que c'est tout à fait possible. Alors, il y a deux choses. Il y a d'une part, je le répète, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, j'en ai dit un mot, mais le financement de l'innovation, alors le financement de l'innovation, c'est-à-dire pas la R&D, ça on fait à peu près bien, mais la capacité à acheter des dispositifs innovants, des dispositifs médicaux innovants. Donc, on est très mal outillé en France pour faire ça. Donc, ça, c'est la première chose. Puis, la deuxième chose, c'est qu'il faut qu'on ait le courage de dire que les prix doivent être un petit peu plus élevés. Ce que savent peut-être mieux faire les Américains que nous, par exemple. Pourquoi? Parce que derrière la question des achats des produits de santé, il y a des questions de politique industrielle. Et en fait, le meilleur moyen de faire la politique industrielle, on a beaucoup de littérature qui le montre maintenant. Typiquement, là, j'ai devant moi le livre sur lequel est posé mon iPhone et le dernier livre de Philippe Aghion qui s'appelle Le pouvoir de la destruction créatrice, que je vous recommande, dans lequel il fait un peu le point sur les recherches récentes en matière de politique industrielle. Et en fait, ce qu'on voit bien, c'est que les politiques industrielles qui visent à sélectionner des entreprises, même des secteurs, et à mettre de l'argent dessus, c'est extrêmement compliqué. L'État se trompe. Bon, c'est pas très efficace. Une meilleure façon de faire de la politique industrielle, c'est de passer par les politiques d'achat, tout simplement. C'est de faire de la commande publique. Alors, quand c'est pas de la commande publique, c'est de permettre des conditions d'achat à des prix qui financent aussi de l'investissement. Et alors ça, c'est sûr qu'en France, dans le domaine de la santé, on n'est pas du tout dans cette logique-là, parce qu'on est dans une logique, je l'ai dit tout à l'heure, qui a consisté à faire des économies. Alors moi, je suis pour le fait de faire des économies, hein, c'est pas ça. Mais en fait, on fait des économies à court terme, c'est-à-dire qu'en pressurant les prix, on fait des économies tout de suite, mais on génère des inefficiences. Enfin, on permet pas à l'investissement d'être un investissement. C'est-à-dire, ce que je disais tout à l'heure, quand on achète un dispositif médical, pourquoi est-ce qu'on a intérêt à avoir des dispositifs médicaux innovants? Parce que ça doit permettre finalement de faire des économies ou des gains en bien-être ou des économies pour l'ensemble de la société. Et on n'est pas dans cette logique d'investissement. Les pouvoirs publics ne sont pas dans cette logique d'investissement en matière de santé. Ils considèrent que la santé, c'est un coût et pas un investissement. Or, c'est les deux. C'est un coût. On ne va pas être bisounours. Il ne faut pas faire n'importe quoi.
mais c'est aussi un investissement, et notamment un investissement dans le domaine économique. Merci beaucoup. Alors, on reçoit encore des nouvelles questions. J'essaie de trier parce qu'il y en a auxquelles on a déjà partiellement, en tout cas, répondu. Effectivement, pouvoir prendre en compte la proximité géographique, ça permettrait aussi de tenir compte de questions de bilan carbone, de stabilité géopolitique. Donc ça, on l'a abordé. Une question remarque qui est souveraineté sanitaire, souveraineté numérique, souveraineté alimentaire, tout devient souveraineté. Est-ce que ça ne devient pas un prétexte protectionniste par rapport à des majors américaines et à leurs innovations? Complètement, c'est très exact. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais méfions-nous de la notion de souveraineté. Cette question met le doigt sur quelque chose de très important. Si vous dites, et je ne leur jette pas la pierre, mais si vous dites à des parlementaires, qu'est-ce qui pour vous est un bien pour lequel la France doit être souverain, ils vont mettre tous les biens qui sont produits ou qui pourraient être produits dans leur circonscription. Donc, vous voyez bien qu'on peut pas raisonner comme ça. Sinon, on revient à une logique qui est celle de l'économie mercantiliste, qui est celle d'avant l'analyse économique, qui est la façon dont on réfléchissait avant les grands économistes, Adam Smith, Ricardo, etc., qui ont montré que ce qui faisait la richesse d'un pays, c'était pas de tout produire, c'était pas de vouloir être souverain en termes de production, justement. Ce qu'ils ont montré, c'est qu'il fallait produire ce pour quoi on était bon. Il fallait essayer de bien le produire, de le vendre cher. Avec le produit de ces ventes, on achète ce sur quoi on est moins bon. Vous voyez ? Donc, il faut qu'on développe. Donc, c'est pas souveraineté à tout crin. C'est bien comprendre ce pour quoi on est bon. On a des gens qui sont formés en France. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? On a des entreprises. Qu'est-ce qu'on a comme facteur de production, etc. Voilà. Dans quelle technologie on est bon ? Et développer ça. Et développer ça, ça passe en amont par des financements qui peuvent passer par des procédures d'achat un peu différentes, ce que vous avez dit tout à l'heure. Ça passe aussi en aval par des accès au marché qui sont considérablement simplifiés. Et là aussi, en France ou en Europe, on n'est pas toujours bon. C'est parfois un peu compliqué. Voyez ? Donc, il faut à la fois travailler sur l'amont et aussi sur l'aval. Et c'est plus une question économique qu'une question de souveraineté en tant que telle. Enfin, je pense que c'est plus ça qui est fécond. Et Bebron, une entreprise comme Bebron, c'est plutôt de ça dont vous avez besoin, en fait. Je ne commente pas, mais effectivement, je suis évidemment d'accord tout à fait avec vous. On parle donc, alors on a abordé le sujet de l'Europe tout à l'heure, il y a une question qui revient sur le sujet. On parle de souveraineté nationale, y a-t-il une question une réflexion de souveraineté européenne sur les produits de santé, comme il semble que ce soit le cas actuellement pour le vaccin Covid? Ce qu'on peut dire, mais je rebondis sur ce qui a déjà été dit, et c'est que au fond, souveraineté, c'est pas l'implantation en soi qui est importante, c'est la maîtrise. Dans le mot souveraineté, il y a le fait qu'on maîtrise son destin. C'est vraiment ça qui est important. Je pense que pour vous, l'implantation en France, elle a du sens parce que vous trouvez en France des collaborateurs de très bonne qualité et que vous avez, c'est vraiment, c'est l'attractivité de la place France qui est quelque chose de très important et qui fait qu'il y a des industriels aujourd'hui, aujourd'hui encore, il y a des industriels internationaux qui investissent en France, des industriels chinois, des industriels américains, des industriels européens, et j'espère que la France va continuer à conserver cette attractivité malgré certains handicaps qu'elle peut avoir par ailleurs. En particulier, si on diminue les impôts de production, qui est une des mesures évidemment très importantes, on va pouvoir continuer à venir des investissements d'entreprises internationales. On a une main-d'œuvre qui, jusqu'à ce jour, est bien formée, qui est professionnalisée. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de la qualité de nos études de médecine, il y a la qualité de nos études d'ingénieurs. Il y a donc beaucoup de choses qui sont extrêmement attractives en France. Et donc, je crois que la souveraineté, et après ça, la France et l'Europe, il faut bien avoir conscience du fait qu'on restera, on l'espère tous, dans un marché qui est un marché européen ouvert, même si on perd un partenaire qui était de l'autre côté du bras de rivière. Mais pour le reste, évidemment, les réflexions doivent être menées au niveau européen. C'est pour des raisons qui sont, je crois, qui sautent aux yeux.
Merci beaucoup. Alors, c'est pas tout à fait le sujet de ce soir, mais il y a plusieurs questions sur le sujet du numérique, donc j'aimerais quand même l'aborder rapidement, peut-être en tant que dernière question. On a à la fois, enfin, on a plusieurs remarques sur le fait, d'une part, que aujourd'hui les professionnels de santé qui, eux, sur le terrain, ne sont pas forcément équipés digitalement pour profiter pleinement des solutions innovantes connectées. Par exemple, quand on n'a pas une connexion Internet stable à l'hôpital en Wi-Fi ou même en filaire, forcément, c'est très bloquant. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour ça? La 5G, très vite. C'est très exactement le sujet. Non, mais c'est très exactement le sujet. J'entends parfois cet argument, certains qui me disent, mais avant de faire la 5G, il faut faire la fibre. Qu'est-ce que c'est que cette idée? Surtout pas, la fibre, c'est très coûteux, c'est très compliqué, c'est lent. Bon. C'est lent à développer, je veux dire. La 5G, c'est pas très coûteux à développer et c'est rapide. Donc, il y a un moment où il faut être pragmatique. Il faut regarder un peu ce qui se fait autour de nous. Prenons un tout petit bout d'Europe qui est juste à côté de la France, qui fait 3,5 km², qui s'appelle Monaco. Monaco, ils veulent devenir un hub en matière d'éducation et en matière de santé, pour tout un tas de raisons, et puis c'est facile pour eux parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Le premier truc qu'ils ont fait, c'est déjà mettre la 5G partout. Alors c'est facile, hein, c'est absolument minuscule, mais c'est le premier truc qu'ils ont fait. Donc il faut d'abord travailler sur les infrastructures. Cette question est absolument excellente. Elle est excellente parce que vous ne pouvez pas avoir un secteur de la santé moderne si vous n'avez pas des communications qui fonctionnent parfaitement bien. Donc cette question, elle est absolument centrale. Bon, il faut en tirer la conclusion pratique en termes de politique publique et d'infrastructure. C'est un point qui est également vrai pour le dynamisme industriel, puisque ça changera aussi les choses en termes de déploiement de l'industrie 4.0. Donc, c'est clairement un sujet où justement les stratégies sanitaires et industrielles vont pouvoir se réconcilier. Très bien. Alors, je regarde peut-être une dernière question. Une dernière question pour finir sur l'Europe. La Barda européenne est lancée, s'appellera Héra, comme la déesse grecque. Est-ce une vraie avancée pour vous? C'est plus pour Jacques, ça. Non, mais je crois que c'est comme tout en politique, c'est-à-dire que il y a les annonces et puis après il y a la réalité, et donc il faut le souhaiter. Je pense que bon, il faut être optimiste et se dire que oui, bien sûr, ça va apporter quelque chose. Si vous voulez, si on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, je pense que c'est très important que on a évoqué le fait qu'une politique d'achat, c'est une vraie stratégie. Pourquoi est-ce que la France a encore aujourd'hui une industrie de défense qui est très forte? C'est parce que le ministère de la Défense, ou que ça s'appelle le ministère des Armées aujourd'hui, a la tutelle des industries de défense. Et que quand vous avez la tutelle d'une industrie qui vous sert, bon, certains diront qu'il y a un problème de juge et parti, mais sur le fond, vous vous préoccupez vraiment de savoir si vous aurez des fournisseurs qui seront à la pointe de la technologie et qui seront capables de vous apporter les meilleures innovations. Et je pense que donc le fait qu'il y ait une agence qui se préoccupe de favoriser l'innovation, si elle est dotée de moyens pour effectivement faire le roll-out, faire en sorte que les innovations ne soient pas juste théoriques, ne soient pas juste dans les laboratoires, mais qu'elles soient vraiment rapidement mises en œuvre dans les hôpitaux, comme le souhaitent les soignants, comme le souhaitent les gestionnaires, mais que ça soit mis rapidement en place sans qu'il y ait des obstacles bureaucratiques, des blocages de toute nature, ben effectivement, à ce moment-là, bravo. Hein, mais ce qu'il faut vraiment faire en sorte, c'est qu'on lève les obstacles bureaucratiques à la modernisation. Et c'est très vrai à l'hôpital. C'est-à-dire qu'effectivement, pour revenir sur la question que vous posiez, on voit bien tous les amis qui sont soignants et qui sont confrontés à des difficultés parce que les choses sont bloquées pour des raisons qui sont des raisons bureaucratiques très souvent. Donc, bien sûr, il faut une agence, mais aussi il faut libérer les énergies, il faut faire en sorte que tout le monde travaille dans le même sens et travaille à la modernisation du pays, à la modernisation des processus. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que Nicolas, vous souhaitez ajouter un dernier mot dans la minute qui nous reste avant de nous quitter? Un petit mot de fin, de conclusion peut-être l'un et l'autre? Un mot moi, extrêmement général, je pense qu'on apprend beaucoup avec cette crise en fait. Cette crise, elle est horrible, hein, elle est terrible. Mais c'est la crise sanitaire la plus grave depuis 100 ans, crise économique la plus grave depuis 80 ans. Donc bon. Mais là, on en voit d'ailleurs la sortie, heureusement, avec les vaccins. Je harcèle le gouvernement pour qu'on fasse une bonne campagne vaccinale.
parce qu'après, l'histoire des masques et l'histoire des tests, je ne veux pas qu'on rate les vaccins aussi. Mais elle est intéressante, cette crise, pour observer le système de santé par rapport à ce que disait Jacques Biot. Moi, je ne sais pas vous, mais tous les directeurs d'hôpitaux me disent, ce qui a bien fonctionné au début de la crise, c'est qu'on a cassé en fait tous les processus bureaucratiques. Il y a une espèce d'état d'exception et on a cassé tous les processus bureaucratiques. On s'est complètement réorganisé dans l'urgence et finalement, ça a bien fonctionné. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Je pense qu'il ne faut pas qu'on oublie ce type d'expérience. Il faut qu'on en tire les leçons et qu'on réussisse à avancer plus vite, à profiter de la crise pour avancer plus vite. Voilà, qu'on en tire les leçons. Qu'est-ce qui nous a manqué comme matériel? Comment on fait pour résoudre ça? Dans un autre ordre d'idée, la télémédecine, la télésurveillance. Tiens, est-ce que c'est pas l'occasion d'accélérer franchement vous voyez, voilà, pour que cette crise, elle ne soit pas uniquement un drame, mais que ce soit un drame, mais avec quand même des effets positifs parce qu'on en aura tiré les leçons. Merci beaucoup. Nous arrivons à la fin de cette heure de discussion. Merci infiniment à tous les deux. Merci à tous les participants qui nous ont suivis et qui ont posé de nombreuses questions. Je vous donne rendez-vous pour le 4e épisode de cette série le 17 décembre sur le sujet de la responsabilité sociétale à l'hôpital, la place des technologies médicales dans cette réflexion, puisqu'on voit que cette crise a soulevé aussi de nombreuses questions sur ce sujet et accélère un certain nombre de transitions. Merci encore à tous de nous avoir suivis et je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt. Merci à vous. Oui.